Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc ce jeudi 25 mai pour un brief sur les crypto-monnaies, plus précisément sur le Bitcoin. Demain, nous ferons Ethereum. On va regarder aussi l'inflation US qui a pas mal bougé. On va regarder les liquidités de la Fed qui se sont réinvesties dans les marchés. On va regarder le dollar parce qu'on a eu des mouvements qui sont assez intéressants. Et surtout, on va revenir sur le fameux procès-verbal de Powell à la Chambre des représentants. Donc au niveau des sentiments de marché, bah écoutez, ça bouge pas. On est toujours entre le fear et le greed, mais au niveau des 45-55, voilà, on ne sort pas de cette zone. Ajoutez à cela le fait que on n'aura aucune news intéressante avant le fameux FOMC du 14 juin. Et en plus de ça, on est en été, donc en été, on a toujours extrêmement peu de volatilité sur les marchés. Que ce soit les marchés actions, que ce soit les marchés crypto, il y a quasiment plus de volume. Donc hormis les algos, vous avez personnes qui sont présentes. Vous avez aux ouvertures de New York, même pas 2 ou 3 milliards qui sont échangés sur les indices, sur les actions, sur les cryptos encore moins. On voit que les volumes, voilà, on a 38 milliards d'échanges au niveau des 24 heures. Donc on a eu une hausse de 26%, mais pourtant au niveau du prix, donc on a quasiment pas de mouvement. La domination du Bitcoin aussi qui n'évolue pas. Mais bon, on va faire un tour là-dessus. Donc déjà au niveau des news. Donc on a eu hier le procès verbal du FOMC. Bah, comme attendu, Powell nous a fait du Powell, donc pas d'annonce claire sur la montée des taux ou non, ce qui est logique, mais il garde quand même un ton très sévère sur l'inflation, le marché de l'emploi et la possibilité de reprendre une hausse de taux. Donc il ne veut vraiment pas que les marchés repartent en euphorie. Il veut toujours laisser donc cette incertitude sur le fait qu'il y a quand même une possibilité d'augmenter les taux. Pourquoi? Parce que ça va donc lui permettre de faire en sorte de toujours combattre l'inflation, combattre donc cette fameuse inflation qui, on va le regarder, est complètement cassée. Je veux dire, l'inflation a break le niveau des 3%. Mais ils ont toujours une peur du coup au niveau d'un rebond probable de cette inflation. Donc pour l'instant, pas d'évolution à ce niveau-là. Le procès verbal a été assez sévère. Donc on le voit juste ici. On était donc à 82% de guesstimate des institutionnels pour dire que non, il n'y aura pas d'augmentation de taux. Bah, on peut voir qu'il y a 20% des personnes ont changé d'avis, se sont dit oh là là, il a l'air quand même assez énervé, peut-être qu'il va en fait augmenter les taux. Donc on est passé de 82 à 67%. Ce qui fait une augmentation de quasiment 20% ici de personnes qui disent voilà, c'est probable qu'on ait une augmentation de taux. Et on va le voir qu'en fait, ici, c'est pas seulement des pourcentages sur un tableau, ça a même eu une incidence au niveau du dollar. En tout cas, aujourd'hui, donc, on va avoir le PIB US, donc quarter on quarter. On va avoir également allocation initiale de chômage et vente de domicile en attente. Donc, petite vision sur le marché du chômage et le marché immobilier qui pourrait être intéressante. Demain, on aura l'indice des prix PCE qui va peut-être faire bouger un petit peu les marchés avec commande de marchandises durables de base. Donc là-dessus, ça va peut-être être catalyseur d'un petit peu plus de volume qu'on a eu cette semaine parce que cette semaine, ça a été assez flat. Donc, pour revenir sur cette histoire d'augmentation de taux ou non, bah écoutez, moi je vous invite juste à aller sur Trueflation et à regarder la courbe de l'inflation. On a break, ça y est, le niveau des 3%. Donc on est revenu à une inflation semblable à celle qu'on avait en 2019. Donc là, on se rapproche même d'une déflation, ce qui peut être assez dangereux pour les marchés. Donc pour rappel, pour une économie endettée, être en déflation, c'est-à-dire que votre dette vous coûte de plus en plus cher, et être en inflation, c'est-à-dire que la dette coûte de moins en moins cher. Donc avec le fait que les États-Unis aient 31 000 milliards de dettes, vous vous doutez bien que c'est quand même plus avantageux pour eux d'être en inflation que d'être en déflation. Mais bon, ça reste quand même le paradigme pour l'instant de surveiller, voilà, de faire en sorte que l'inflation ne fasse pas de retour, malgré qu'on ait eu un petit saut de 4 à 4,40 au niveau d'avril. Là, pour le coup, si on aurait donc un rebond de 3 à 3,40, je peux vous assurer que ce serait négligeable pour les marchés, négligeable pour le contribuable américain. Donc
On est vraiment rentré dans les niveaux où ça y est, l'inflation n'est plus du tout le paradigme. Mais il garde quand même ce ton. Il garde ce ton pour ne pas faire en sorte que y ait une euphorie sur les marchés, que voilà, tout le monde reparte à l'achat. Et en plus de ça, étant donné qu'on est en été, on peut avoir quand même un retour de la consommation pour les personnes qui sont en vacances, etc. Au niveau du coût des liquidités de la Fed. Alors, pour l'overnight reverse repo, alors on a eu une toute petite chute après du coup ce discours, mais voilà, une chute de 25 milliards. Sinon, ça bouge pas du tout. Donc toujours ce même paradigme de voilà, on ne sait pas où va partir où va partir donc les taux, on ne sait pas quelle incidence cela va avoir sur les marchés. Si jamais on n'aurait donc pas d'augmentation de taux, là ça pourrait permettre du coup de voir prévision à 6 mois pour les marchés et ça pourrait permettre du coup de réallouer tout ce capital. Parce que du coup si on n'aurait pas d'augmentation de taux, ça pourrait annoncer que prochain mouvement qu'on aurait sur le taux, ce serait probablement une baisse au niveau du premier trimestre 2024. Donc, ça laisserait 6 mois au marché pour pricer et pour mettre dans leur modèle de gestion du risque autre chose que va-t-on augmenter ou non les taux. Donc, pour rappel, ça fait quand même 1 an et demi qu'à chaque FOMC, on augmente les taux. Si on ne le fait pas à ce moment-là, si on ne le fait pas du coup le 14 juin, ça changerait énormément de choses dans le paradigme des marchés. Donc ça pourrait avoir un impact. Et je pense que c'est très malin de la part de la Fed de le faire en été, là où il y a très peu de personnes présentes sur les marchés, pour qu'il n'y ait pas une euphorie vis-à-vis de ce fameux paradigme d'augmentation des taux qui serait terminé. En tout cas, au niveau de l'overnight repo, ça ne change, ça ne bouge pas. On a eu donc petite baisse. Voilà, donc certaines personnes qui sont passées du côté de on va très probablement augmenter les taux ont commencé à investir, mais ils ont investi dans quoi? Eh bien, on le voit directement dans le dollar. Alors, pour rappel, si augmentation de taux le 14 juin, le premier à en bénéficier, ça va être le dollar. Et pour le coup, on le voit très clairement qu'on a des personnes qui se hedge par rapport à cette probabilité, vu que ça y est, on a break le range par le haut, donc le niveau des 103.390, donc des 103.400, qui était, comme j'avais dit, un niveau assez clé. Si jamais on venait à le break et à réintégrer directement, bon, c'était pas très inquiétant pour le dollar, pour les actifs corrélés au dollar, pardon. Là, pour le coup, ça y est, on la break par le haut et on est donc en tendance haussière. Donc tendance haussière qui va être tenue, je pense, jusqu'au niveau des 104.450. Probablement, on pourrait aller aussi au niveau des 105.600. Pour rappel, on a toujours le paradigme du plafond de la dette aussi qui joue en plus de l'incertitude sur le FOMC. Donc, cette demande sur le dollar, elle se traduit sur quoi? Sur au niveau des obligations d'État à 10 ans, où voilà, on a une demande spéculative au niveau des obligations d'État à 10 ans, qui price quoi? Il price une probable augmentation de taux, donc ce qui pourrait continuer une hausse au niveau du dollar. Pour moi, je pense que ce n'est qu'un scénario de hedge, qu'une fois qu'on aura le FOMC, si on n'a en effet pas d'augmentation de taux, pour le coup, on pourra avoir, ça y est, un retour à la baisse du dollar et probablement break le bas de ce range. Mais en attendant, on pourrait avoir un retour probable au niveau des 500.430 voire 450. Au niveau de l'alcohol season, bah écoutez, on avait commencé à revenir à la hausse pour peut-être venir break ce niveau des 12, mais au final non, on est revenu donc au niveau des 3, là on range au niveau entre le 7 et le 3. Actuellement on est à 6. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que les capitaux qui s'investissent sur les crypto-monnaies, vous avez une partie donc très massive qui se hedge du système financier, donc avec cette histoire de plafond de la dette, faillite bancaire, etc. Et vous avez du coup, on avait un retour de capitaux qui investissaient sur l'innovation blockchain en investissant sur les altcoins, mais ce paradigme a été directement ravalé donc par le fait que voilà, plafond de la dette, FOMC, probable augmentation des taux. Donc là-dessus, pas de mouvement. On attend donc le niveau des 12. Si jamais on venait le breaker, là, ça pourrait être intéressant à surveiller. On peut le voir aussi au niveau de Ethereum Bitcoin. On a toujours cette résistance.
Résistance qu'on était venu chercher donc au niveau du 25 avril. Là, on est venu au niveau du 16 mai essayer de le break, mais voilà, on voit qu'en fait, on range en dessous de la résistance. Donc, à voir si après le fameux donc 14 juin qui se trouve ici, on aurait donc résilience par le haut et capitaux qui viendraient se réinvestir dans l'Ethereum et du coup dans les altcoins également. Au niveau de la balance de la Fed. Alors là-dessus, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on a eu du coup énormément de personnes qui se sont dit ok, donc la Fed va peut-être continuer d'augmenter les taux, mais derrière la Fed, elle a bien vu ce qui se passe au niveau de l'inflation, donc elle s'est dit attention, je dois continuer à faire peur au marché pour ne pas qu'il y ait une euphorie, pour ne pas qu'il y ait un retour donc d'investissement massif, de consommation massive, mais il faut faire attention aussi qu'on ne rentre pas en déflation. Donc déflation qui se rapproche de plus en plus avec une chute comme cela donc de l'inflation. Là donc on avait ce fameux canal baissier qu'on avait mis en place depuis juin 2022, mai 2022, donc ça va faire bientôt un an. Avec Silvergate et Silicon Valley Bank, on avait donc break le canal par le haut pour que la Fed réinvestisse directement dans les marchés pour éviter que d'autres banques fassent faillite. Et là, on avait eu un retour vers le canal, mais ce qu'on avait observé, donc c'était je crois dans le dernier brief sur le S&P, on avait vu un réinvestissement dans les marchés de la part de la Fed, avec paradigme de inflation qui baisse et plafond de la dette. Ce que j'avais vu donc après cela, c'est que le cours avait réintégré immédiatement le canal baissier. Alors qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Ça pouvait vouloir dire que voilà, donc la Fed avait juste réinvesti histoire de voilà, renflouer quelques banques et une fois qu'elles se font racheter, là on retire les capitaux. Mais non, on a un retour donc des capitaux encore une fois qui vient donc chercher la résistance du canal baissier. Je pense que la Fed en fait joue double jeu. Donc elle joue un jeu avec les marchés de attention, je peux continuer à augmenter les taux, mais derrière, elle se doit quand même d'investir dans les marchés dans la consommation, pour éviter que l'on rentre en déflation qui serait beaucoup plus grave qu'être en inflation en pleine récession. Et au niveau du coût du Bitcoin sur le chart. Alors, au niveau de Bitcoin, donc, on est toujours sous le canal haussier. On est venu chercher toute la liquidité haussière qu'on avait créée depuis bientôt 3 mois. Donc on est venu chercher tous les stop-loss des personnes qui étaient en longue. Là, on a manipulé sous le canal. Mais alors il y a eu quelque chose d'intéressant. C'est que pour rappel, moi j'ai toujours cette zone donc entre les 25 220 et les 24 000, donc cet order block à aller chercher pour continuation haussière. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un equal low, donc sous les niveaux des 25 800. Equal low, c'est-à-dire que vous avez le prix qui vient s'arrêter sur des zones assez proches, ce qui crée, ce que beaucoup disent, un support. Mais en réalité, les algorithmes, eux, le traduisent comme support est égal à on va acheter ce niveau en mettant le stop loss juste ici. Acheter ce niveau en mettant le stop loss juste ici veut dire probabilité de récupération de liquidité haussière. Donc, si on vient chercher ce niveau, hop, on vient liquider les longues, on vient chercher de la liquidité haussière, en plus de liquider les longues. Donc, ça permet de récupérer les frais de liquidation pour les brokers et permettre aux gros acteurs, donc aux baleines, à la smart money, de récupérer des longues à l'achat. Là-dessus, ce qui est intéressant également, c'est que au niveau de mob charts, on peut observer qu'on a énormément d'ordres qui sont en attente jusqu'au 24 017, pardon. Donc 24 170 qui se trouve à ce niveau-là, donc complètement dans mon order block. Si on corrèle ça avec le fait qu'on a une montée du dollar qui devrait se terminer soit au niveau donc de l'échéance du plafond de la dette le 1er juin, soit au FOMC le 14 juin, ça pourrait permettre à Bitcoin de venir filer tous ses ordres jusqu'à arriver donc dans cet order block, fermer l'order block où vous avez les ordres qui sont restés en négatif lors de la manipulation de marché et récupérer tous les ordres qu'on a ici pour
préparer du coup la liquidité haussière qui va servir du coup à venir chercher ce gap qui se trouve au-dessus de la résistance. Alors pour rappel, premièrement, on est en été. Donc qui dit été dit peu de volume, peu d'acteurs, peu de frais à aller chercher pour les brokers, pour les exchanges. En plus de ça, au-dessus de la résistance, on a un gap de quasiment 6000 points où on a quasiment aucun ordre à aller chercher. Donc ça veut dire que juste ici, vous avez deux choix pour le broker. Soit venir fermer, donc venir chercher le gap d'une manière donc directe, c'est-à-dire qu'on va faire un saut de 4000 ou 5000 ou 6000 points d'un coup pour éviter le gap, soit venir remplir comme on l'a fait ici, donc venir remplir ce niveau de gap avec des ordres, donc venir ranger, manipuler le marché pour remplir la zone au niveau du carnet d'ordre. Donc moi j'avais cette première probabilité dans mon scénario, c'était que voilà, on allait chercher l'order block, on allait créer énormément de liquidité haussière, on allait en même temps fill donc tous les ordres en futur qui seraient ici, ce qui pourrait permettre, donc là on a à peu près, voilà ici on a 500, 700, donc 1200, 1200 plus 2600, 3008, 3008, 4002, 4002, 5000, donc on a à peu près 6000 bitcoins à venir chercher en futur, donc dans cette zone là, donc 6000 bitcoins à venir chercher en futur. Qui dit futur dit pour les exchanges, pour les brokers, frais d'ouverture de position, frais de tenue de position, frais de sortie de position. Donc là-dessus, vous avez, vous, une rémunération possible pour du coup la période d'été, qui est vraiment très creuse. Donc pour les exchanges, période d'été dit très peu de rémunération. C'est pour ça que donc FTX a fait faillite à la rentrée lorsque il n'a pas pu récupérer assez d'ordre pendant l'été pour couvrir les positions en négative qu'il avait donc spéculé avec Alameda, etc. Mais du coup, donc on a ici récupération d'ordre au niveau des futurs, récupération de liquidité haussière en plus de ça, donc possible rachat de la supply qui nous a servi à manipuler. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Soit donc on profite du FOMC, euphorie, réinvestissement de l'overnight repo, de l'équité de la Fed, donc directement pump jusqu'à donc les 3008, soit, le scénario que je préconisais, étant donné qu'on est en été, faible volume veut dire, voilà, on va ranger, on va ranger, on va ranger et monter petit à petit au niveau des 3008, peut-être même avoir un espèce de pump, donc gros range dans cette zone et pump dans cette zone à la rentrée au niveau fin août, début septembre. Mais, qu'est-ce que j'ai observé? Au niveau, non pas de l'open interest, mais des options, on voit que on a quasiment 30 millions de dollars à aller chercher au niveau des 38 000 et au-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on venait à rester dans cette zone, donc à ranger en attendant la rentrée, vous avez quasiment 30 millions de dollars de Bitcoin à payer aux personnes qui vont donc acheter des Bitcoins à 38 000, pardon. Donc vous allez vendre des Bitcoins à 38 000 à des personnes qui vont les acheter. Qu'est-ce que ça vous permet? Qu'est-ce que ça vous fait, pardon? Ça vous permet du coup de vendre des Bitcoins beaucoup plus chers qu'ils ne le sont à des personnes qui pour l'instant payent donc une prime sur les options. Donc en fait, vous allez gagner à attendre que les 38 000 soient atteints. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une rémunération en plus, sachant qu'il y a des options qui sont en expiration cet été. Donc en réalité, le broker a à gagner à ranger dans cette zone en attaquant peut-être le gap, mais sans arriver au niveau des 38 000 avant la rentrée. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les personnes qui se trouvent dans cette zone en option, qui payent la prime, et pour ceux qui sont donc en expiration, qui vont vous vendre des bitcoins qu'ils ont achetés à 38 000. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet encore une fois une rémunération en plus des positions futures qui se trouvent à ce niveau-là, pardon. Donc là-dessus, on a encore une fois une manière d'avoir des revenus durant cette période de faible volatilité.
Donc c'est pour ça que je préconise encore plus le scénario de range en dessous du gap ou peut-être attaquer le début du gap, mais pas de pump jusqu'au niveau des jusqu'en août, pardon. Enfin fin août, début septembre. Mais bon, c'est à surveiller. Au niveau de l'open interest, de toute manière, on voit que dès qu'on a en fait des liquidations, donc dès qu'on a des liquidations des longues à ce niveau-là, en fait le niveau de l'open interest ne chute pas du tout, il augmente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez encore énormément d'ordres à fil sous ce lot, comme on l'a vu sur MobChart. Donc en réalité, il y a toujours de l'open interest à aller chercher au sud. Donc je pense qu'on peut probablement continuer d'aller chercher au sud. Mon scénario idéal serait on va chercher donc toute la liquidité qui se trouve ici et fermer l'order block. Puis au niveau de l'FOMC, on a un pump qui nous ramènerait soit au niveau du canal, soit au-dessus. Et enfin, range pendant l'été, donc range estival, en dessous du gap, peut-être attaquer le début. Et début d'année prochaine, on commence à pump. Mais là-dessus, bien sûr, ça reste spéculatif. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain. Demain, ce sera un brief sur l'Ethereum et on continuera de surveiller le niveau du dollar.